Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de À vous la parole sur Info Télévision. Notre invité ce soir est l'auteur de ce livre que nous avons en exclusivité mondiale d'ailleurs. De l'autre côté du mur, la prison me fut une grâce. Son nom, Bruno Bekolo Ebe. Quelques lignes rapides de sa biographie. Il est agrégé des facultés de sciences économiques et de gestion au concours français de 1990. Après un doctorat d'État sur l'endettement extérieur des pays développés, il est surtout professeur titulaire d'université, spécialiste entre autres des questions de politique économique, de monnaie et de finances publiques, président de la Société camerounaise des agrégés. Il a enseigné dans diverses universités au Cameroun, en Afrique, en Europe et au Canada. Il a publié de nombreux ouvrages et plus d'une centaine d'articles scientifiques et présidé plusieurs fois le jury du concours d'agrégation CAMES des sciences économiques. On ajoutera qu'il a été recteur de l'université de Douala et il fait partie de ce qu'on avait présenté à une certaine époque comme les prises de l'opération Épervier. Accusé de détournement des deniers publics, il va passer pratiquement 5 ans en détention préventive. Il est finalement quitté le 24 mai, je ne peux pas oublier la date, c'est ma date anniversaire d'ailleurs, le 24 mai 2023, totalement blanchi. Il est donc innocenté. Les 3,4 milliards de francs CFA qui lui étaient reprochés, il n'est pas coupable au sortir justement du tribunal criminel spécial. Quelque temps après, il nous propose ce livre qui nous parle justement de l'autre côté du mur. On suppose qu'il s'agit là des murs de la prison, mais il est à nos côtés ce soir pour répondre à nos questions et à vos questions. Comme d'habitude, c'est le professeur Bruno Bekolo Ebe qui a la parole ce soir. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mais merci de m'accueillir dans vos studios. Le look n'a pas beaucoup changé. Je me réjouis que vous puissiez le constater. Je me réjouis. On s'attendait à recevoir quelqu'un de déprimé, qu'il a oublié. Non, il n'y a aucune raison que costumes, le chapeau. Non, surtout il n'y a aucune raison que je sois déprimé. Aucune. Autrement, mon sous-titre, le sous-titre du livre n'aurait pas de raison d'être. La prison me fut une grâce. Oui. Oui. C'est une sorte de pied de nez à ceux qui ont pensé que c'était la fin, que j'avais disparu complètement. Et comme un phénix, je leur fais le pied de nez de renaître des cendres. Donc, on va beaucoup parler de ce livre. Je voudrais d'ailleurs préciser d'emblée que j'ai été acquitté, comme vous l'avez dit, le 23 mai 2023, le 24 mai 2024. Le 24 mai 2024, 23. Oui. Mais avant cela, j'ai été acquitté le 30 janvier 2020 et le 21 juillet 2021, le tribunal administratif du centre a annulé purement et simplement les décisions iniques, j'insiste sur le mot inique, les décisions iniques prises contre moi par le Conseil de discipline budgétaire et financière qui m'a établi en son temps, par sa décision de février 2014, débiteur de la somme de 2 milliards 480 millions au profit du centre de l'université de Douala, que je croyais avoir bien servi, mais je ne savais pas qu'en la servant, je la servais non pas dans l'intérêt des étudiants qui m'étaient confiés, mais je la servais, d'après ces accusations, comme voleur de la République. Ça fait quand même plusieurs affaires et vous avez été blanchi pratiquement. À chaque fois, j'ai été blanchi. Et c'est pour cela que d'emblée, je le dis, peut-être pourrons-nous revenir là-dessus, ça m'a donné le sentiment que dans notre justice, dans la justice camerounaise, il y a encore des hommes et des femmes qui ont
le sens de la responsabilité qui est la leur de rendre la justice en recherchant la vérité, en disant le droit. En le disant, je ne veux pas dire que tout est parfait dans la justice, parce que, et c'est des interrogations que je me pose aujourd'hui, j'aurais pu être condamné, mais je ne l'ai pas été. Mais je sais aussi qu'il y en a dont je connais les dossiers qui, de mon point de vue, sont innocents, mais qui ont déjà été l'objet de condamnation. Mais de manière générale, autant je comprends qu'on puisse adresser des critiques à la justice, autant je dois aussi témoigner, puisque j'ai eu affaire à la justice, aussi bien la justice administrative que la justice pénale. Et à chaque fois j'ai gagné, je me dis qu'il n'y a pas à désespérer totalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes recteur jusqu'en 2012 pratiquement, et puis les affaires commencent à se déchaîner. Est-ce que vous avez eu l'impression à un moment donné qu'on en voulait à Bruno Bekolo, qui a déjà perdu son poste de recteur et qui se retrouve dans des affaires administratives d'un côté? Oui, ma passion pour emprunter les écritures, mon chemin de croix commence en janvier 2010. Parce que ce jour-là, par hasard, je découvre qu'il y a des retraits suspects des comptes bancaires de l'université, plus précisément de l'Institut universitaire de technologie, l'UIT. Et quand j'en suis informé, je me dis non, c'est pas possible. Surtout quand on me précise que ces retraits, parce que quand je suis informé de ces retraits, ma réaction de dire que, et c'était la vérité, que je n'ai pas, comme j'en avais le pouvoir, je n'avais pas ordonné pendant cette période-là des retraits des comptes bancaires des universités, des établissements de l'université. Et donc, celui qui m'informe, le directeur de l'IUT me dit, « Ah, monsieur le recteur, ces retraits ont été effectués. Moi, je n'étais pas là, moi, le directeur. Vous, le recteur, vous n'étiez même pas au Cameroun. » J'ai dit, ah bon? Comment des retraits peuvent être faits alors que je suis absent et vous ne les reconnaissez pas? Donc, j'ordonne donc des investigations et c'est là que je vais découvrir que c'est un vaste mouvement de détournement de fonds des comptes de l'université et je saisis la justice. Je saisis la justice en résolvant ou en surmontant un dilemme. Parce que je découvre parmi les protagonistes de ces retraits qui a votre jeune frère, mon propre petit frère, même père, même mère, qui était employé de l'université et qui, au moment où j'arrive à l'université, est caissier. Et Luc Macaire. Oui. Alors, vous comprenez le dilemme. Dois-je vous devez faire votre travail, monsieur le recteur. Livrer mon frère à la justice ou bien dois-je faire passer le devoir d'État lié à ma responsabilité? Quel est le choix? Je ne vous souhaite pas, monsieur d'être dans ce dilemme-là. Vous avez la pression de la famille qui dit non, quand même, faites tout, vous avez tous les pouvoirs, vous devez protéger votre petit frère. Et je réalise que je n'ai pas d'autre choix du fait de mes responsabilités que de saisir la justice et donc de livrer mon petit frère, comme les autres protagonistes, de les livrer à la justice pour que la justice... Quitte à eux d'aller se défendre. Quitte à eux à se défendre. Mais en même temps, je réalise immédiatement que cette affaire va être le prétexte de mon élimination de la scène publique, notamment de la scène universitaire, parce que rapidement, l'affaire de détournement, résumons-la en disant l'affaire EBB,
va rapidement se transformer en affaire Bokol-Ebe. Alors, on ne comprend pas le glissement entre cette procédure que vous déclenchez vous-même et ce virage à 180 degrés. Et ce glissement s'opère par le biais d'un contrôle qui est ordonné. D'un contrôle qui est ordonné, dont je découvrirai au fur et à mesure qu'il va se dérouler que le service public est manifestement instrumentalisé pour en découdre avec moi. Au début, un peu naïvement, quand mes collaborateurs viennent me dire que, monsieur le recteur, les membres de la mission de contrôle tiennent des propos, quand on veut leur expliquer, s'agacent, quand on leur apporte des preuves, ils s'agacent. Je leur dis que non, laissez-leur faire leur travail. Le moment venu, nous aurons à réagir puisque le principe du contradictoire est un principe fondamental de tout audit. Mais il y a quand même une caractéristique, c'est que, notamment le chef de mission, du contrôle supérieur de l'État. Oui, la composition de la mission de contrôle va partir d'une violation flagrante du principe, d'un des principes fondamentaux de tout audit public, le principe de l'indépendance de l'auditeur par rapport à l'audité. C'est-à-dire que si vous êtes chargé de faire l'audit d'un organisme, vous ne devez avoir aucun lien de quelque nature que ce soit avec cet organisme ou bien les responsables de cet organisme. Absolument. Mais il va s'avérer que le chef de mission a son conjoint, qui est un de mes collaborateurs, puisque c'est un enseignant de la faculté de droit et de sciences juridiques et politiques, et qui plus est, circonstance aggravante, cet enseignant a fait l'objet d'une sanction disciplinaire assez lourde suite à une procédure disciplinaire qui avait été engagée parce que j'avais découvert avec le doyen de la faculté de sciences juridiques de l'époque qu'ils avaient mis en place un système de fraude. Donc, et vous l'aviez sanctionné. Et son épouse se retrouve dans la mission de contrôle. Lors de la première réunion de prise de contact, après que je les ai assurés de notre entière collaboration, puisque j'estimais que je n'avais rien à cacher, le chef de mission me dit, monsieur le recteur, est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition les dossiers disciplinaires des enseignants? Et vous demandez quel est le rapport? Oui, et j'ai tout de suite compris que le là était donné. Et je ne me suis pas trompé. Ça a été vraiment une mission, normalement une mission d'audit. C'est un peu comme le procureur ou le juge d'instruction. La mission instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire on voit ce qui marche bien dans l'organisme et aussi ce qui marche moins bien. On voit tous les aspects et c'est à partir de là qu'on fait des recommandations. Mais là, ça va être une mission, une instruction, un contrôle uniquement à charge, avec ceci de particulier que, puisque j'avais été reçu par le ministre en charge du contrôle supérieur de l'État, qui m'avait dit... À l'époque, c'était le ministre Henri Hébert ici? Non, c'était à l'époque le ministre Etame Massoma, qui m'avait dit que cette mission était une mission spéciale liée à l'affaire que j'avais portée en justice. L'affaire Macaire. Oui, l'affaire Ebebe Macaire. Il m'avait dit que c'était une mission spéciale. Mais curieusement, pendant tout le temps que durera la mission,
Et même pendant toute la procédure, aucun des membres de la mission n'évoquera cette affaire. C'est comme si elle n'avait jamais Ça, directement, existé. c'est devenu affaire... Et d'ailleurs, plus tard, oui. dans leur conclusion, la formulation des accusations des milliards qu'on m'imputait était telle que le fait de n'avoir pas parlé de l'affaire Macaire permettait de noyer cette affaire dans ces 3 milliards. Mais bon... Après, vous avez eu l'impression qu'il y a un commando qui est lâché contre monsieur le recteur. Tout va s'accélérer. Des tueurs à gages. Parce qu'un commando, c'est... non, c'était vraiment... Vous savez, on dit que dans la mafia, il y en a qui exécutent. Celui qui vient assassiner exécute un contrat. La mission s'est comportée comme si elle venait exécuter un contrat. Et tout va s'accélérer. Vous perdez votre poste de recteur en 2012. Tout va s'accélérer. Je perds le poste. D'ailleurs, je perds le poste dans des conditions curieuses. Vous êtes en plein conseil. Je suis en plein conseil d'administration. Quand les décrets me remplacent, nommant mon remplaçant tombe. Alors, ce qui a été, avec le recul, c'était amusant de voir le comportement de certains membres du conseil. Ils avaient déjà l'information, on se l'a passé. Et chacun faisait comme si moi, je ne l'avais pas. Vous l'aviez aussi? Mon chef de secrétaire particulier est venu me glisser discrètement l'information. En plein conseil d'administration. En plein conseil d'administration. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis au président du conseil, le professeur Ngandou Mpondo, parce que le conseil statuait sur la révision du plan stratégique de l'université. C'était le principal point à l'ordre du jour. J'avais fait faire un plan stratégique et après 4 ans, je voulais qu'on le revoie pour qu'il y ait savoir s'il doit y avoir des ajustements. Donc je lui dis, professeur, monsieur le président, je pense que le conseil va devoir s'arrêter. Il me dit pourquoi. Je lui dis, il y a eu un mouvement de recteurs et je ne suis plus recteur. Il me dit, mais qu'on a nommé un autre recteur. Il me dit, et vous allez où? J'ai dit au quartier ou dans les salles de classe. Il était... Je lui dis, bon, je ne me sens plus la légitimité de continuer à débattre d'un plan stratégique que je ne pourrais plus mettre en œuvre. Absolument. Donc je pense qu'il faut suspendre les travaux, quitte à ce que mon successeur, s'il en a convenance, puisse le représenter à une session à laquelle je n'assisterai. Est-ce que là vous faites le lien? Est-ce que vous faites le lien avec ce qui s'est passé bien entendu. D'une part parce que la rumeur courait déjà qu'il allait avoir un mouvement. Nous sommes en 2012. Oui. Le contrôle est venu en 2020. En 2010. En 2010. Une petite anecdote, c'est que un mois avant que je ne sois débarqué, je suis en mission au Canada. J'avais une mission d'enseignement au HEC de Montréal. Et à la sortie du cours, je reçois un coup de fil et c'est mon cabinet qui m'appelle et un de mes collaborateurs et mon chef de secrétariat me disent « Monsieur le recteur, c'est mauvais ici. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit que vraiment la rumeur de que vous seriez débarqué et devient de plus en plus récurrente. Je lui dis, bon, ok, merci de l'information. Et un de mes collaborateurs me dit, comme il est en plus un parent, il me dit, monsieur le recteur, vraiment, je vous en supplie, profitez de ce que vous êtes au Canada pour y rester. Restez là-bas une fois, oui. Ne rentrez plus. Je lui dis, pourquoi dois-je rester au Canada? Il dit, parce que tout ce qui s'est dit. J'ai dit, non. On dit chez moi qu'on ne fuit pas le chimpanzé juste au bruit. Je vais rentrer et je vais faire face
à la justice. Vous êtes rentré, vous êtes déposé. En 2014, il y a un rapport du contrôle supérieur de l'État qui vous accuse. C'est en 2000, le rapport... Qui était préparé le rapport de la mission de contrôle sort en novembre 2010. Ça va suivre son chemin. Et une des conclusions, qui me sera d'ailleurs pendant longtemps cachée, c'est que on me reproche une gestion calamiteuse qui a préjudicié à l'université pour environ 5 milliards. Donc, je comprends moi-même la gravité. Et à peine débarqué, donc dans les conditions que je viens de décrire, je suis informé que je serai attrait devant le Conseil de discipline budgétaire et financière. Alors là aussi, c'est un... j'appelle ça... parlant de cette procédure, je dis que c'est le CDBF s'est comporté comme le Sanhédrin du non-droit. Vous connaissez ce que c'est le Sanhédrin? Expliquez-nous. Le Sanhédrin, c'est cette instance dans la Bible où le sort de Jésus a été décidé, où Caïphe a dit que il faut qu'une seule personne meure plutôt que tout le peuple. C'était pas le droit, il fallait sauver le peuple. C'est pour cela que je fais l'analogie en qualifiant le consupé de Sanhédrin du non-droit. Et donc, la période visée est celle de 2007 à 2010. Oui. 2007-2010. 2006 même. 2006, 2010, 4 ans. Donc, le contrôle, je suis condamné pour près de 60 fautes de gestion. Vous voyez qu'il fallait démontrer que 60 fautes de gestion. L'économiste, là, c'est le pire des gestionnaires qu'on ait jamais eu. C'était ça l'objet de cette instrumentalisation. Et c'est rendu public. Et c'est rendu public. Et vous c'est d'ailleurs la première fois qu'il y a une telle publicité, puisque je suis à la une notamment des journaux les plus lus de la place. Et le plus curieux, c'est que je fais l'objet de la une du journal de parler de la radio. De la radio. Oui. Bref, la plus grande publicité est faite. La seule chose remarquable, c'est que la loi dit que quand vous êtes reconnu coupable de faute de gestion, si le conseil estime que dans ces fautes-là, il y en a une ou plusieurs qui ont un caractère de délit ou de crime, ils saisissent le juge pénal. Mais j'ai pu démontrer, et contrairement au rapport du rapporteur du CONSIP, qui, parlant des 3 milliards, avait demandé effectivement que je sois traduit, j'ai démontré au CONSIP que ce n'était pas possible qu'on puisse m'accuser du retrait de 3 milliards parce que ça n'entrait pas dans mes compétences. Donc, le CONSIP, tout en me condamnant de manière inique, n'a pas eu matière pour saisir le juge pénal. Mais, M. Jean-Jacques Zé, c'est une autre circonstance. Là, c'est des affaires politiques. Parce que... Il y avait du politique dedans? Le politique viendra après. Le politique viendra alors que je suis au CONSUP. Je suis en train de passer devant le conseil de discipline. Et un frère, disons-le comme ça, du département d'Union Informée demande mon soutien. Et je lui dis que moi, je ne me mêle pas de ces combats-là, puisque moi-même, je n'ai pas ce type d'ambition. Et c'est lui qui va manœuvrer avec des gens au niveau du ministère de la Justice pour faire signer au ministre de la Justice, tout en sachant bien que ce n'était pas la compétence du ministre de la Justice, mais qui va faire signer
au ministre de la Justice une correspondance qui transmet le rapport de la mission de contrôle au TCS, alors même que ce rapport n'avait plus de valeur juridique. Voilà comment je vais me retrouver un peu plus tard devant le TCS. Et le jour de l'arrestation... On va y arriver. Ah, voilà. Finalement, 2014-2018 arrive justement l'incarcération. Nous sommes au mois de mars, oui. 21 mars par là. Oui, le 20 mars. Vous vous présentez devant le juge. Alors, le livre dit qu'il ne vous pose aucune question. C'est cocasse, le 20 mars. Parce que ce matin-là, j'ai mes affaires en main. Je dois aller... Parce qu'entre-temps, une fois que j'ai quitté mes fonctions, je me suis inscrit pour faire des études de théologie. Donc, j'étais en master. J'avais eu ma licence en 2016 et j'étais en deuxième année de master de théologie morale. Donc, le matin, je finis mon déjeuner, je vais sortir, je vois un commissaire à la porte d'entrée. J'ai tout de suite compris que les carottes étaient cuites. Et puis, un autre a avancé en civil, il me dit, monsieur le recteur, monsieur le professeur, je suis le colonel tel, nous sommes venus vous chercher pour vous présenter au procureur du tribunal criminel spécial. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et ça allait très vite, le même jour. Sauf que quand j'arrive, oui. Je suis resté toute une journée sans savoir exactement. Bon, j'imaginais que c'était lié à l'affaire du détournement, mais la première affaire dont je serai informé, qui me sera notifiée, c'est celle du détournement de 343 millions au détriment de la CNPS. En fait, c'était des arriérés dus par l'université à la CNPS. Et on a qualifié cela de détournement. On a qualifié de détournement à partir on vous accusait d'avoir souvent prélevé. Oui, à partir d'une mauvaise compréhension de ce que signifie un prélèvement. Je découvrirai, je pensais l'avoir expliqué à l'enquête préliminaire, mais je découvrirai devant le juge de jugement que dans la tête du parquet, le prélèvement signifiait qu'il y avait une caisse et moi je puisais là-dedans alors que le prélèvement, c'est un terme pour désigner la part de revenus salarial que l'on retient pour la reverser au titre des cotisations sociales. C'est sous ce malentendu, mais qui a arrangé quand même beaucoup de gens, c'est sous ce malentendu que sera structurée la première affaire dont je sors acquitté en janvier 2020. Finalement, c'est ça qui m'est notifié en fin de journée, après avoir passé toute une journée dans les locaux de la police judiciaire du TCS, avant que on ne vienne me servir le gros lot, c'est-à-dire l'affaire des milliards. État du Cameroun. Donc l'affaire CNPS, c'était un peu l'hors d'œuvre. Et le plat de résistance, c'était les 3 milliards 400 millions. Ce qu'ils ont appelé l'affaire du Cameroun, Université de Douala contre Bekolo et Bruno, Aka Ruben Fon, Moudou Augustin Marie, Pem Jean-Pierre et Aïna Ouanja Louis-Max pour détournement en coaction de 3,4 milliards de francs CFA. C'est ça qui vous conduit derrière les barreaux. De l'autre côté du mur. De l'autre côté du mur. Oui. On va aller de l'autre côté du mur maintenant, puisqu'on a le livre. On atteint pratiquement la demi-heure de notre entretien. On va voir s'il y a quelques préoccupations de ceux qui nous regardent. Bonsoir à vous sur le plateau. Ravi de revoir mon brillant enseignant de l'Université de Douala en faculté en SEGA, promotion de 1994-1997. C'est Didier Vondo depuis Boya. Il ne pose pas de questions. Il est ravi de vous revoir. Merci. Bonsoir Jean-Jacques. Merci d'avoir invité le grand professeur
un papa exceptionnel, un fervent serviteur de Dieu. C'est ce Dieu qui a tranché en sa faveur. Je lui témoigne toute mon admiration. Que Dieu lui accorde toutes ses grâces. C'est M. Amugumbeuse, le conseiller municipal de la commune d'Akonolinga. C'est dans votre département, la Meufou, le Yong et Fumu. Nyong et Fumu. Jean-Jacques Zé, bonsoir, très belle émission. Dites au grand professeur qu'il reste et demeure un grand homme, malgré le fait que la mafia camerounaise ait voulu le noyer. Armand Jules Evina de Nebodo qui envoie ce message-là. Est-ce qu'on va prendre deux ou trois encore? Parce qu'on aura le temps dans la suite de l'émission de les parcourir. Bonsoir. Mes salutations à mon recteur. C'est Gorgozer depuis Ngaoundéré. Vous avez certainement eu comme étudiant. Il vous salue bien entendu. Alors, puisqu'il y en a beaucoup et qu'on a également beaucoup de questions à vous poser, allons de l'autre côté du mur. La prison me fut une grâce. La première de couverture nous parle un peu. Vous choisissez comme illustration Patrice Lumumba. Quel rapprochement avec vous? Oui, Patrice Lumumba, voilà quelqu'un qui a voulu servir l'intérêt du Congo et qui estimait que la meilleure manière de le faire, c'était de le servir dans la vérité, dans l'engagement, dans le refus de la compromission. Parce que quand vous occupez les fonctions que j'ai occupées, il y a toujours la tentation de se compromettre. Il y a toujours la tentation de faire comme tout le monde. Moi, j'ai ce défaut, et d'ailleurs, un haut responsable, un jour m'avait dit, professeur, vraiment, puis-je vous dire quelque chose? Je lui ai dit, allez-y. Il me dit, mais ce que je vais vous dire là, c'est un défaut. Bon, mais ça peut aussi être une qualité. C'était quoi le défaut? Vous dites la vérité, même quand elle peut vous nuire. Je lui ai dit, ah bon? Il me dit oui. Et après, aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait totalement raison. Parce que c'est quand même assez exceptionnel. D'ouvrir une procédure à laquelle se trouve votre propre frère. Oui. C'est exceptionnel. Je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Je n'arrive pas à dissimuler. Et j'estime que non seulement c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Mais l'expérience m'a aussi montré, j'ai eu affaire avec des personnes qui avaient une grande capacité de dissimulation. Et donc, cette incapacité à dissimuler, elle a beaucoup contribué à me faire des inimitiés. Ouais. Elle a aussi beaucoup contribué à ce que la volonté de m'écarter l'emporte sur tout ce que je pouvais faire de positif pour l'université. Parce que je dois préciser... Vous avez encore beaucoup à donner. Moi, je suis entré à l'université comme on entre dans le sacerdoce. Il n'y a pas d'endroit où je me sente le mieux que en dehors de ma famille, que quand je suis devant les étudiants. Et vous pensez qu'on a fauché cela? Vous avez encore beaucoup à donner. Vous pensez que vous avez beaucoup à donner encore? Bon, ceux-là pouvaient estimer que je n'avais plus à donner, mais on aurait pu me dire, vous n'enseignez plus. Mais la manière dont on me l'a signifié, c'est ça qui est devenu problématique. Donc il n'y a pas un Camerounais qu'on aurait pu inscrire à la première de couverture qui présenterait les mêmes caractéristiques que non, la photo de Lumumba, pour moi, cette photo est très expressive. Elle symbolise le drame que j'ai vécu. Ouais, aujourd'hui, on réhabilite Lumumba. Mais parce que c'est ça aussi, quand vous êtes de l'autre côté du mur, c'est le vide qui se fait autour de vous. C'est l'opprobre qui est jeté sur vous. Les gens vous êtes considéré comme un bandit. Oui, comme un voleur de la République. C'est ça le terme que j'utilise tout au long de cet ouvrage. Donc,
vous êtes jeté dans la poubelle. Vous êtes un paria. Ah oui. Hein? Cette situation, ce n'est pas seulement vous, mais tous les vôtres, tous ceux qui, vos enfants, votre épouse, vos frères et sœurs, tous vivent cette infamie au quotidien. Un jour, mon fils m'a dit, papa, tu sais, quand souvent j'ai constaté que quand je passe quelque part, si je retourne un peu, je constate comment les gens me pointent du doigt. Fils. On le pointait comme le fils du grand bandit. Du grand voleur. Et la condamnation étant d'autant plus ferme et radicale que c'est un économiste dont on attend qu'il soit un exemple en matière de gestion. Or, m'accuser c'est de dire que voilà le grand économiste qui en fait est un grand voleur. En plus, tout le respect, cette accusation avait aussi pour objectif ou pour conséquence d'enlever tout le respect que mes étudiants pouvaient avoir de moi. Parce que les étudiants devant qui je me retrouvais, moi j'ai enseigné la politique économique. Je leur disais comment le service public est là pour optimiser la fonction d'intérêt général. Et là, même si vous avez été acquitté, ce n'est pas réparable. Alors, non, ça c'est un autre problème. Oui. Mais ce qui est important, c'est que l'accusation dont j'étais l'objet venait contredire tout ce que j'avais pu dire aux étudiants en matière de politique économique. Vous comprenez, c'est-à-dire il fallait démontrer, c'était ça l'instrumentalisation de ces procédures, c'était de démontrer que ce monsieur dont on dit qu'il est un économiste est en fait un vulgaire prédateur, prévaricateur de la fortune publique. Et c'est pour cela que le verdict dans ces trois procédures a été pour moi un moment formidable. Alors, pourquoi j'ai le sous-titre? La prison me fut une grâce. Parce que, surtout la nuit, autour de 2h, 3h, quand le sommeil part, je mettais le bon Dieu au défi. Je lui disais que mon père et ma mère m'ont dit que tu existes. Et je suis devenu croyant. Mais là, c'est le moment de me démontrer que tu existes. Si je suis condamné, c'est que non, c'est qu'on nous raconte des histoires. Bon, aujourd'hui, je m'amuse à dire qu'il devait souvent sourire. Il devait se dire, oh, le petit là, il ne sait pas très bien. Moi, le bon Dieu, me met au défi. Mais il a relevé le défi, puisque la vérité a éclaté. Alors, c'est plus de 600 pages, cet ouvrage. On est pratiquement à 683 pages. Vous racontez quoi? Alors, la première partie reprend l'historique de la procédure, de toutes les procédures, et surtout rend compte de la manière dont j'ai construit ma défense, et permet de témoigner et de dire à ceux qui peuvent être confrontés à la justice qu'ils doivent faire de leur dossier une affaire personnelle de tous les jours. C'est-à-dire qu'ils doivent considérer que le premier avocat, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. C'est-à-dire étudier dans les moindres détails. Prendre le temps devant le juge d'exposer ses arguments. Souvent, parfois même mes conseils me disaient que, prof, vous parlez, je leur disais, mais si ici, je ne parle pas. Vous parlez un peu trop. Oui, vous prenez trop de temps à... Je leur disais, non, si je ne parle pas ici, j'irai parler où? Hein? Ensuite, donc, il faut témoigner que il faut le justiciable, l'inculpé doit organiser sa défense en maîtrisant toutes les dimensions, tous les aspects, même ceux qui peuvent paraître négligeables, il doit les maîtriser pour avoir
Ensuite, bon, moi j'ai eu la chance que, de par ma profession, d'avoir une capacité d'exposition pédagogique. Donc, il faut user de cette pédagogie. Magistrat m'a dit, après ma sortie, il me dit, ah, prof, vous savez, parfois nous venions là, on se disait, on va aller suivre gratuitement les cours du prof. Et puis j'ai eu la chance que les procédures OCDE, c'est surtout les finances publiques. Moi, j'ai quand même eu la chance, non seulement d'avoir enseigné la discipline, les finances publiques, la politique économique, entre autres, mais en plus, j'ai eu la chance d'être un acteur comme expert de la réforme des finances publiques au Cameroun et en CEMAC, en UEMOA et au Kenya. Donc, je pensais avoir, j'avais les moyens de mon argumentation et surtout les moyens pour exposer avec clarté l'absurdité des accusations dont j'étais l'objet. Ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième, justement les coûts humains, ce que vous appelez les coûts humains indicibles pour les victimes d'instrumentalisation. Maintenant, la deuxième partie, c'est une réflexion au-delà de l'épreuve que j'ai vécue. C'est-à-dire, parce que quand vous arrivez en prison, pour quelqu'un qui a été au niveau, je suis comme professeur, comme recteur, je peux dire que j'ai fait une carrière réussie. Et quand ça arrive, vous vous dites, mais tout ça, c'était pour que ça se termine par un échec. Donc, il y a des questions d'ordre métaphysique, d'ordre existentiel que vous vous posez. Et donc, la deuxième partie met en perspective toute ma vie en rapport avec ces procédures. Et le fait que la vérité ait éclaté, ça me permet aussi de montrer l'effort que le justiciable, et c'est ce que moi j'ai fait, de se construire un moral, d'aller au-delà des doutes que l'on peut avoir et de se dire, de croire qu'on est capable d'imposer la vérité. Et de croire aussi que parmi ceux qui vous jugent ne peuvent pas ne pas être sensibles aux arguments de vérité que vous mettez à leur disposition. Vous donnez le conseil de beaucoup se battre pour la vérité, oui. Parce que dans la justice se trouvent encore des hommes et des femmes qui peuvent vous dire le droit. Oui. Là, c'est parce que ça a marché pour vous. Mais là, vous savez qu'il y en a pour lesquels ça ne marche pas. Mais en même temps, parmi les questions, une des faces des questions existentielles que je me pose, c'est aussi de me dire et d'interpeller, moi je suis un homme de foi, d'interpeller Dieu à me dire, est-ce qu'il y a un message que tu as voulu me transmettre? Parce que sans cela, j'ai du mal, et je n'ai pas de réponse, j'ai du mal à comprendre que certains innocents aient quand même fait l'objet de condamnation. C'est pour cela qu'il y a des erreurs de justice. Et d'ailleurs, certains, j'ai décidé de me porter, de porter leur cause. Non seulement comme je suis en train de le faire, mais de la porter aussi devant les juridictions, notamment. Vraiment, je m'en voudrais de ne pas évoquer ce cas. Le cas de M. Metouk Charles, ancien directeur général de la SONARA, qui a partagé la cellule avec moi et dont j'ai pu entrer dans le dossier. J'ai la prétention d'affirmer que ce monsieur est innocent. Mais il a fait l'objet de condamnation. Donc ça m'interpelle. Ça m'interpelle d'un point de vue métaphysique que pourquoi la vérité a pu être reconnue en ce qui me concerne, pourquoi elle ne l'a pas été. Bon, on peut aussi dire que peut-être qu'il n'a pas su se défendre. Je ne sais pas. Mais c'est des questions que je me pose. Et la deuxième partie du livre est consacrée à ces interrogations existentielles. Mais en même temps, pour conclure il faut espérer, ça c'est Saint Pierre qui le dit dans une de ses épîtres, il faut espérer contre toute espérance. Ça c'est clair. Alors, dans ce livre, vous citez des noms, certaines des personnalités citées sont encore aux affaires. Est-ce que ce n'est pas un gros risque
de le faire ainsi. C'est un Parce que lorsque risque vous parlez de vos correspondances qui sont restées sans réponse, c'est un risque, les acteurs qui sont encore là. C'est un risque que j'assume. Parce que j'ai un devoir de vérité. Et ceux qui, de mon point de vue, se sont comportés comme ils ne se sont pas comportés comme ils auraient dû l'être, j'ai le devoir de le dire. J'ai le devoir et j'assume ce que je dis. Hein? J'assume pleinement ce que je dis. Parce qu'il y a un mur de silence que vous décrivez dans le livre. Lorsque l'affaire commence à se développer, oui, vous saisissez la hiérarchie, mais personne ne vous répond. J'appelle ça, certains, par un jeu de mots, je les appelle les passifs actifs. C'est-à-dire, on peut dire qu'ils sont passifs par leur silence, mais en fait, leur silence est très éloquent et très dangereux, a des effets négatifs, puisque c'est eux, c'est leurs paroles auraient dû permettre d'arrêter cette machine infernale. Ils ont choisi de ne pas s'exprimer. Ils ont choisi délibérément, se réjouissant même implicitement de ce qui est arrivé. Vous savez, monsieur Jean-Jacques, vous savez, une des choses qui m'amuse aujourd'hui, c'est quand je me retrouve face à certains d'entre eux qui cherchent les mots. Je vois comment ils cafouillent. Hein, ils ne savent pas, comme s'ils se demandaient, mais ce monsieur, on croyait en avoir fini avec lui, et le revoilà. Bon, je les rassure. Moi, l'issue de ce chemin de croix, parce que ça, mon acquittement, si je fais analogie avec l'autre, ça c'est ma résurrection. Et j'estime que ça vient couronner la carrière que j'ai faite, dont je les rassure que je ne recherche rien d'autre que de jouir du fait que au terme Mais à l'époque des faits, on avait l'impression qu'on vous voyait venir peut-être également être bénéficier d'un décret plus élevé que celui du recteur. Pourquoi est-ce qu'on aurait instrumentalisé les services? Je veux vous dire, oui. Mon père me disait que mon fils, il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas. Mais deux sont importantes, il faut les retenir. Sa famille, les membres de sa famille et ses ennemis. Et à l'époque, je ne comprenais pas. Cette affaire m'a fait découvrir que vous ne choisissez pas vos ennemis. Vous ne choisissez pas vos adversaires. Par cette affaire, j'ai découvert que quelqu'un peut décider d'être méchant vis-à-vis de vous alors que vous ne lui avez rien fait, ou bien transformer un différend ou bien une opposition sur une affaire de service qui doit être impersonnelle, la transformer en une inimitié personnelle. Ça, j'ai pu... Et je découvre que j'étais parfois quelque peu naïf, que parfois, on attirait mon attention, mais moi, je pensais que... Parce que je suis incapable de le faire. Professeur, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous reconnaissez que vous avez des ennemis? Oui, ça, je le reconnais, mais... vous les avez identifiés? Bien sûr. Vous les saluez quand même? Je n'ai aucun problème avec eux. C'est eux qui ont un problème avec moi. Vous savez, M. Jean-Jacques Zé, je n'ai de rancœur vis-à-vis de personne. Je suis en paix avec moi-même. Parfois, on me dit, et s'ils viennent vous voir, je dis, mais certains qui sont mes enfants, je me conduirai avec eux comme le père de l'enfant prodigue de l'évangile. Hein, l'enfant prodigue est parti à dilapider. Quand il est revenu, le père a tué le veau gras. Si l'un d'eux revient, je me dirais qu'il a pris conscience de ce qu'il a fait. Je tuerai le veau gras. Sauf que le livre, pour ceux qui vont le lire, je ne vais pas citer les noms qui y sont. Ils devraient aller parcourir le livre. Sauf que ces noms peuvent être considérés comme j'étais à la vindicte populaire. Non. On peut savoir que voici les grands méchants. Non, ça c'est l'histoire. Oui. Monsieur Jean-Jacques Zé. C'est l'histoire. Dire par exemple, bon, j'exagère un peu dans l'exemple que je vais prendre. Dire que Hitler a provoqué la guerre de 39-45,
Est-ce que c'est la vérité? Mais dire que vous avez une personnalité de la République qui aurait pu dire un mot, qui aurait changé les choses et qui n'a rien dit du tout, vous laissez sur ce chemin de croix là. Monsieur Jean-Jacques Zé, si je suis, prenons le cas de l'affaire de détournement dans laquelle mon frère était impliqué, j'aurais pu choisir le silence. Mais j'ai estimé que la responsabilité qui était la mienne par rapport à l'université, par rapport aux étudiants qui m'étaient confiés, m'obligeait à le mettre à la disposition de la justice. Ça n'a pas fait que des heureux dans mes relations au sein de la famille. D'autant plus que certains ont même poussé plus loin l'outrecuidance en disant qu'il ne s'est pas suicidé. Il y en a qui disaient qu'il est parti au Canada. Qu'on le voyait prendre le café au Canada. Et je leur posais la question. Si cela est vrai, ça signifie que j'ai bénéficié de la complicité de la gendarmerie et de la police qui ont découvert le corps, du médecin de la prison de New Bell et du médecin légiste de la Quintini qui ont fait l'autopsie et déclaré la mort de l'intéressé, même du procureur de la République de Douala qui a autorisé la remise du corps à la famille. Vous voyez, la méchanceté fait que on s'empêche même... On vous accusait d'avoir caché votre frère qui ne s'est pas suicidé et c'est ça. Et qu'on n'a même pas vu son corps à la levée de corps, qu'on n'a même pas vu son corps à l'enterrement au village. Jean-Jacques Zé, la méchanceté est telle que les gens ne se donnent même plus le temps de réfléchir. Vous savez, une des choses qui m'a fait gagner le dernier procès, c'est que j'ai démontré au tribunal que cette affaire reposait sur un mensonge formulé, construit par le témoin de l'accusation qui le savait dès le départ. Et je l'ai montré par les documents qu'eux-mêmes ont remis à la justice au tribunal administratif. On disait que les retraits, je les ai détournés. La preuve, c'est que ça ne figure pas dans les livres comptables de l'université. Mais j'ai produit à la justice les documents, on appelle ça les PV de concordance, où l'intéressé qui venait mentir à la justice, j'ai produit les documents où lui-même affirmait, a signé pour dire que tout était en ordre. Quand je parle d'instrumentalisation, parce que j'ai aussi fait l'expérience de la liaison, de la complicité qui peut y avoir entre la méchanceté et l'incompétence. Vous voyez? Et ça fait des dégâts. Alors, mais je les rassure, M. Jean-Jacques Zé, je suis en paix et donc je n'ai de rancœur pour personne. Pour personne. Et puis... Mais ça fait quand même 5 années de votre vie gâchée. 5 ans, 3 mois et 2 mois et 3 jours. Vous comptez les jours au quotidien là-bas? Oui, on compte les jours en prison. On compte les jours en prison. Bon, 5 années perdues. Oui, c'est des expériences. Vous n'avez que 76 ans. Pas encore. Pas encore. Donc vous êtes jeune. Je les aurai dans 10 mois. Oui. Dans 10 mois, vous aurez vos 76 ans. Oui. Vos congénères sont encore aux affaires. Oui, mais moi, je suis aux affaires, puisque j'ai repris l'enseignement. Ma vocation, mon travail, ma profession, c'est l'enseignement. À partir du moment où je peux à nouveau me retrouver devant les étudiants, je suis aux affaires. Ça ne vous dérange pas? On dit que ce monsieur a été recteur, le voilà maintenant ici à la craie. Mais j'ai toujours enseigné, même étant recteur. Moi, j'ai toujours eu au minimum, même un professeur, c'est 3 heures de cours. Quand vous êtes recteur, vous êtes dispensé de l'enseignement. Mais ma profession, ce n'était pas recteur. Ma profession, c'était professeur. Donc, le fait d'être recteur ne pouvait être une raison suffisante
pour que je ne me retrouve pas. D'autant plus que par ailleurs, quand j'étais stressé par les obligations de recteur, dès que je me retrouvais devant les étudiants, vraiment je retrouvais la paix. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis en paix avec mon... Et puis ça me permet de vivre les séquelles que laisse la prison. Il y a des séquelles. Ah, de lourdes séquelles. Vous savez, M. Jean-Jacques Zé, mon épouse est décédée. J'étais en prison. Je n'ai pas vu son corps. Je ne l'ai pas accompagné en terre. Au point que quand je suis arrivé, les premiers mois, il m'arrivait, quand je suis seul dans la maison, de l'appeler. De vouloir l'appeler. De l'appeler, lui dire, mais depuis que pour me rendre compte qu'elle n'est plus là, c'est lourd. Mais c'est ça qui fait la vie d'un homme. Et la capacité à surmonter cela vous apporte la paix. Et je ça pense aurait pu que... plutôt nourrir des haines, mais vous dites Non, qu'il n'y a pas de rancœur. La haine détruit, M. Jean-Jacques Zé. La haine détruit, la rancœur détruit, le pardon vous apporte la sérénité. Pardonner, mais pas oublier. Pour revenir à la question que vous posez des noms, non, je raconte des faits, mais je n'ai de rancœur vis-à-vis de personne. Et je les raconte parce que le livre est un témoignage qui peut servir à d'autres dans la même situation. C'est cela. Donc, ça a aussi une fonction pédagogique, une fonction herméneutique. Ça veut dire que le livre met pratiquement entre parenthèses ce qu'on appelait l'opération Épervier. Bon, moi, je ne connais pas toutes les procédures. Oui. Donc, je ne peux pas dire que toutes les accusations, tous ceux qui sont interpellés sont... Mais ça permet aussi que l'opinion publique sache... Parce que moi, j'ai assisté à 2 jours, le lendemain de mon arrivée en prison, à une présentation à un journal de télévisé, à 1 heure de grande écoute, où on annonçait à premier titre mon arrestation et où le présentateur a dit dans la suite, on va vous montrer comment il opérait. Donc, je suis passé de présumé coupable à coupable effectif. Quand vous êtes dans cette situation, il faut témoigner parce que d'autres pourraient se trouver dans la même situation, peut-être désespérés. Mon livre leur permet de dire que non, quel que soit cela, battez-vous. D'accord. Pour la vérité, et la justice, battez-vous. Bonsoir. Et en plus, je dois d'autant plus le faire que j'ai retrouvé un de mes anciens étudiants dans une affaire, l'affaire de la CRTV, qui est au Canada, qui reçoit une convocation, il vient pour témoigner et il est inculpé. Il y a eu des audiences où il est passé avant moi. Il a ridiculisé l'accusation. Mais, malheureusement pour lui, il est décédé avant le prononcé du verdict. Cela aurait pu m'arriver. Et le fait que moi, j'ai pu sortir, le verdict étant clairement énoncé, explique pourquoi je dis que la prison fut pour moi une grâce. Une grâce. Bonsoir, grand journaliste. Comment faire pour acquérir le livre du professeur professeur, il est disponible, le livre? Le livre est en train d'arriver. Il va y avoir une dédicace dans quelques jours. Un communiqué donnera la date de la dédicace. Et à cette occasion, le livre pourra être disponible et on pourra l'acquérir. Je suis en train de régler les dernières formalités avec l'éditeur L'Harmattan. Bonsoir Jean-Jacques Zé, merci pour l'émission. J'invite à la lecture de ce livre du professeur Bekolo Hébert qui décrit parfaitement le fonctionnement d'un système et l'attitude à avoir. Je sais de quoi je parle pour avoir vécu comme lui cette situation.
Pour moi aussi, cela a été une grâce. Bonne émission. Merci, grand prof. Téléspectateur depuis Limbé qui fait un témoignage. Bonsoir, grand journaliste. Félicitations à votre invité. Que Jésus-Christ bénisse ce grand professeur qui a mis ses parents au défi de la foi en leur Dieu, que lui, ce professeur, a été un témoin pour croire à ce Dieu invisible et juste. Professeur, grand professeur, vous êtes dans la vérité. Tôt ou tard, la lumière vient vous rendre libre. Soyez bénis pour la vérité et bravo à vos parents de bien vous conduire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, vos parents ont gagné la victoire. Que Jésus-Christ vous garde et longue vie à vous pour la vérité de cœur. Le message n'est pas signé, mais l'essentiel est dit. Est-ce que je peux dire quelque chose tout à l'heure, oui, en quelques secondes. Je m'en voudrais de partir sans le dire. Une des leçons aussi que je tire des preuves que j'ai vécues et qui m'inquiète pour l'avenir de notre pays, c'est le fait que l'imposture et les imposteurs ont préempté le système. Ils parlent avec autorité. Ils parlent avec une assurance sans aucun brin d'humilité. Et le mensonge a préempté le système. Moi, c'est la grande inquiétude. Et mon livre, c'est pour dire que malgré que l'imposture règne aujourd'hui en maître, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. D'accord. Bonsoir. Ravi de revoir un père, un modèle social que j'ai connu dans le bas âge via son neveu, un camarade, Sylvain Ndougou, qui malheureusement a été détruit par la politique. Il affirme qu'il a un de ses frères d'Union et Foumou qui a œuvré pour faire signe, je crois, son transfert au TCS, Prince Afanabel du village Akonolinga. Je lis ma question. Miang, Bebela, D'accord, bonsoir Jean-Jacques. Merci d'avoir invité le très grand professeur Bruno Bekolo-Ebe qui fut mon enseignant et mon recteur. Les gens ont voulu le salir, mais fervent chrétien, la vérité a triomphé. Il a géré l'université de Douala et il a tout donné, mettant les enseignants et étudiants au cœur de l'université. Les 5 années passées en prison et des accusations faites pour salir son nom et enlever tout le respect que les étudiants pouvaient avoir sur lui. Mais Dieu n'a pas voulu. Et cet ouvrage est une révélation du grand homme qu'il a été. Que le Seigneur continue de le combler de ses grâces divines. Emmanuel et connaît depuis Douala. Bonsoir Jean-Jacques, votre invité qui fut mon ancien recteur à l'université de Yaoundé 2 dans les années 2003. Je voudrais savoir en l'écoutant quel a été l'apport du professeur Abba Oyono pour sa libération. Moi c'est Bouné Achille désiré depuis Bafia. Il va peut-être réagir tout à l'heure s'il y a eu un rôle joué par le professeur Abba Oyono. On va prendre une respiration, le temps d'installer Nadège Yugen, qui est en contact avec les internautes et qui viendra vous poser également quelques questions qui en découlent.
retour sur le plateau donc avec notre invité, le professeur Bruno Bekolo Ebe. Bonsoir, Monsieur Zé, je voudrais savoir ce que le prof envisage de faire tant sur le plan de la restitution de son image sur la scène universitaire que sur le plan financier, en ceci que je suppose que durant des années d'incarcération, sa rémunération serait suspendue. D'ailleurs, les deux aspects sont liés. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire de sa part? Gabriel Mbassi Yaoundé, qui pense que vous êtes fauché. Ah bien, il ne croit pas si bien dit. Vous savez, j'ai dit ceci dans ma dernière déclaration au tribunal. J'ai dit à la collégiatrice que me jugeait que vous avez devant vous quelqu'un qui n'a pas de patrimoine matériel. Non pas parce que j'étais incapable de m'en constituer. J'aurais pu accumuler. Mais ce n'était pas mon choix de vie. Le patrimoine, mon patrimoine est un patrimoine moral constitué de ces générations d'étudiants que j'ai formés pendant plus de 40 ans au Cameroun, en Afrique et dans le monde. D'accord. Et c'est ce patrimoine-là qu'on a voulu m'enlever en jetant l'infamie sur moi, en me couvrant d'opprobre. Et j'ai dit au juge que ce que j'attends de vous, c'est qu'en disant le droit, vous me rendiez ce patrimoine moral. C'est qu'en disant le droit, vous me rendiez mon honneur. C'est qu'en disant le droit, vous soyez en cohérence avec les décisions de la Chambre des comptes de la Cour suprême, qui, examinant les comptes de l'université, n'a fait aucune observation me concernant, avec le tribunal administratif qui m'a donné raison en annulant les décisions iniques prononcées contre moi par le CDBF, et votre propre tribunal qui, le 30 janvier, m'a acquitté dans l'affaire CNPS contre Bekolo Ebe. D'accord. Donc moi, je n'ai pas de patrimoine. Il dit vrai, je n'ai pas de patrimoine matériel. Mais je ne me plains pas. D'accord. Accueillons Nadège Yuken. Bonsoir Nadège. Bonsoir Jean-Jacques. Le professeur est notre invité ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Bienvenue chez nous, chez vous. Merci. Alors comment vous allez? Autant qu'on peut aller à mon âge. Assez bien. Alors juste pour vous dire pourquoi, malgré ce qui m'a... J'ai été opéré 3 fois du cœur pendant que j'étais... En détention? Ah oui, en détention. Et le bon Dieu, j'ai vu la mort me tendre la main. J'ai fait 1 mois et demi en réanimation. Quand vous sortez de tout cela, vous dites merci à Dieu et vous êtes en paix. D'accord. Donc je vais bien. D'accord, ça nous rassure. Alors professeur, dans cette deuxième partie, les questions pour vous d'apprécier les questions proposées par nos internautes. Pardon? Allez-y, allez-y. Donc c'est vous qui avez la parole. La question. Alors, vous êtes certainement au courant de l'affaire qui opposait le directeur général du port autonome de Douala à la Société Générale de Surveillance. Le verdict est tombé en faveur de la Société Générale de Surveillance. Quelle est votre lecture pour ça? Bon, j'avoue que je ne connais pas les tenants et les aboutissants, les contours de ce dossier. Mais par contre, ce que je déplore, c'est la cacophonie qui semble s'installer au niveau de l'État. On a l'impression d'une incohérence dans le processus de décision publique. Pour quelqu'un qui enseigne la politique économique, ça me paraît extrêmement grave. Parce que de ce que j'ai pu avoir comme information, la présidence aurait donné raison au directeur général du port, dont tout le monde dit qu'il fait du bon travail. J'ai été surpris quand j'ai lu que le Premier ministre l'a désavoué au bénéfice de la... Je crois que là, ça décrédibilise le processus de décision publique, la qualité de la décision publique, et ça interroge sur la cohérence
et la pertinence des décisions qui sont prises par l'État. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Deuxième chose, ça me donne l'impression que, ça c'est des termes de politique économique, que l'intérêt bureaucratique, c'est-à-dire l'intérêt des personnes, a pris le pas sur l'intérêt général. Donc en politique économique, on dit la fonction d'utilité bureaucratique a pris le pas sur la fonction d'utilité collective. Et ça, c'est extrêmement grave pour notre pays. Et les cas sont légion, où on a l'impression que le gouvernement ne se parle pas, oui, se marche dessus, parce que ou même les hautes institutions les hautes institutions existent depuis l'indépendance. C'est une procédure normale. Mais maintenant, c'est la crédibilité de ce processus qui est aujourd'hui mise en cause, au point qu'on se demande qui finalement est le décideur en dernier ressort. Et quand on est citoyen, on ne peut pas ne pas s'en préoccuper. D'accord. Pour l'année budgétaire 2026, le Cameroun est déjà proche de 2 000 milliards de francs CFA d'emprunt. En tant qu'économiste, quel est votre regard? Mon regard, c'est un regard inquiet. Et là, vraiment, je vais être... je sais que le discours public met en avant le fait que nous soyons en deçà des 70% qui constituent la dette la est norme. Soutenable. Non, la dette attend ça tous les jours, c'est soutenable. Non, monsieur Jean-Jacques Zé, si vous pensez que je peux avoir quand même quelque chose à dire en matière de dette, avez à dire pour avoir consacré une thèse à la dette, c'est une mauvaise analyse. Parce que vous faites une analyse de stock, là il faut faire une analyse de flux. Vous pouvez avoir 1 franc de dette, moi j'ai 1 franc de dette, vous avez 1 franc de dette, mais les conditions, les effets de cette dette ne peuvent ne pas être les mêmes. Si j'ai 1 franc qu'on m'a prêté comme dernièrement, on a emprunté sur le marché international à 10%. Quand on voit la moyenne des taux sur les marchés financiers internationaux, on est autour de 2%. Ça signifie que vous avez une prime de risque de plus de 8%. Quand vous avez une prime de risque de 8%, c'est grave. Ça signifie que vous n'êtes pas crédible. Et donc, celui qui vous prête se dit que comme je prends un risque, vous allez payer le prix du risque que je prends. Deuxièmement, une bonne partie de cette dette, c'est soit pour rembourser les dettes anciennes, soit pour financer la dépense courante. Et là même le budget de cette année consacre une bonne place à l'endettement. Quand on lit ça, je ne peux pas venir ici devant vous dire que tout va bien. Je ne ferai pas ce qu'on attend d'un économiste. La situation n'est pas bonne. Ce n'est pas pour affoler les gens, mais il faut qu'on prenne conscience, parce que ce qui va payer cela, ce sont les générations futures. Est-ce que nous avons le devoir de faire peser une telle charge sur les générations futures? Ça ne fera pas que des amis par rapport à ce que je dis. Et ceux-là qui disent que justement, si on continue d'accorder ces prêts au Cameroun, c'est qu'on est crédible. Vous savez, d'abord, le banquier, c'est là où il vous tient. La preuve, quand on atteint le point d'achèvement, on a mis les compteurs à 0. La période d'ajustement structurel a pris fin. Mais que quelques années après, le Fonds monétaire et la Banque mondiale soient revenus en force, devrait nous interpeller. Ce n'est pas un bon signe. Parce qu'en fait, le Fonds monétaire et la Banque mondiale viennent dans un pays pour vous créer les conditions pour que vous remboursiez les dettes. Même si cela doit se faire au détriment de votre développement. C'est ça, c'est ça alors que nous avons un problème de transformation structurelle de nos économies. Faites le rapprochement avec le solde de notre balance commerciale et de notre balance de paiement, qui est tout aussi déficitaire. Ce qui est valable
pour le Cameroun l'est valable pour les autres pays de la CEMAC. C'est ça que nous souhaitons. Et là, vous avez le cri de cœur du GECAM, par exemple, qui présente un tableau invivable pour l'entreprise au Cameroun. Le plus grave, Monsieur Jean-Jacques Zé, le plus grave, c'est que qu'est-ce que nous faisons de cette dette? Regardez, je prends les projets structurants. On a financé, par exemple, dans le secteur de l'énergie. Plus on a investi, moins on résout le problème de l'offre énergétique. C'est le paradoxe. C'est ces paradoxes-là qui sont révélateurs que tout va bien. Donc, vous me posez la question, je dis qu'il faut s'en inquiéter. Non pas pour que les gens paniquent, mais pour que nous nous remettions en question. C'est vrai que la dette est un instrument de financement du développement. Mais est-ce que la question qu'on doit se poser, est-ce que effectivement l'utilisation que nous en faisons fait d'elle effectivement un instrument de financement? La situation actuelle m'en fait douter. D'accord. Professeur, la CONAC joue-t-elle véritablement son rôle au Cameroun? La CONAC, je ne connais pas très bien les textes de la CONAC, mais je crois, de ce que j'ai lu des rapports, la CONAC dénonce. Mais je suppose que son rôle est de dénoncer et à d'autres instances d'en tirer les conséquences. La CONAC enregistre les dénonciations, fait un rapport et dépose chez qui de droit. Point. Oui, mais la Chambre des comptes, a fait une analyse critique, par exemple, des utilisations des fonds Covid. Quelles sont les conséquences qui en ont été tirées? Donc, comme on peut dire la CONAC dénonce, mais le drame et le problème, c'est de ne pas aller jusqu'au bout, à tirer toutes les conséquences de la dénonciation. La CONAC existe, mais la corruption semble ne pas reculer. C'est ça le vrai problème. Oui. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du processus. Avec un pouvoir répressif à la fin. De manière à ce que ceux qui sont mis en cause puissent montrer que la CONAC, parce que la CONAC peut se tromper, elle peut être instrumentalisée, mais aller jusqu'au bout du processus permet que chacun, que l'ensemble de la société sache ce qu'il en est effectivement. Que ceux qui sont indûment accusés soient rétablis dans leur honneur et dignité, que ceux qui ont mal agi répondent de leurs actes. Alors, depuis que vous avez été acquitté, espérez-vous une autre faveur présidentielle? La justice... 17 heures, par exemple. Non, tout le monde attend les 17 heures. Monsieur Jean-Jacques Zé, je n'ai pas ces préoccupations. Je n'ai pas ces préoccupations. Vous ne vous engagez pas en politique. Les élections arrivent, vous avez un frère qui a déjà été maire, vous n'êtes pas tenté. Monsieur Jean... Non, c'est son droit d'être maire. Il s'estime fait pour la politique. Moi, je ne me sens pas les capacités, les aptitudes de faire comme lui. C'est cette diversité. Vous seriez un bon député. Non, monsieur. Vous poserez des vraies questions au ministre. Non, chacun, ma vocation, c'est d'enseigner. C'est d'enseigner. Et j'ai repris la clé. J'ai repris la clé malgré le fait que je suis à la retraite. Mais quand le doyen me dit, professeur, malgré le fait que vous êtes en retraite, je voudrais que vous dispensiez cet enseignement. Je suis un enseignant qui obéit au doyen. Et je vais faire cours. Voilà ma manière de faire la politique. Beaucoup de vos collègues préfèrent les plateaux télé. Non, on va les agréger, se désagréger sur les questions. C'est des choix. C'est des choix. Même si, et je l'ai dit tantôt, même si je déplore que du fait de cet envahissement des plateaux, l'imposture prospère.
Et puis, professeur, pour sortir, le professeur Wininga Bekolo, première femme camerounaise agrégée en hépatogastro-entérologie au concours CAMES, est sans doute l'un des enfants que tout le monde, ou l'une des filles que tout le monde aimerait avoir dans sa famille. Bon, quels sont vos rapports? D'excellents rapports. D'excellents rapports, avec même ceci que j'ai le sentiment que pour elle, ce n'est plus le père, c'est l'enfant. Parce que chaque fois, papa, qu'est-ce que tu as mangé? J'espère que tu n'as pas mangé ceci. J'espère, tu sais qu'on a interdit de... parfois, je suis tenté de lui dire, mais est-ce que tu as fait la médecine pour moi? Laisse-moi un peu respirer. Donc, c'est une grâce. C'est normal que vous soyez son premier patient. C'est une grâce que d'avoir un de ses enfants à réussir et surtout porter les valeurs que vous, le père, vous, la mère, vous lui avez inculquées. Ce que je dis d'elle est valable pour tous mes enfants. Nos enfants, nous leur avons inculqué que on n'est pas le fils d'eux. On est le fils de son travail. On est le fils ou la fille de l'exigence qu'on s'impose. Parce que moi-même, je ne serais pas là si je ne m'étais pas imposé l'exigence. Et il en était de même pour leur maman. Elle est agrégée, mais on sait que ces derniers temps, pour vous qui avez présidé plusieurs fois les jurys du concours d'agrégation CAMES, ces 2-3 dernières années, le Cameroun ne fait pas bonne presse de ce côté. Oui, c'est-à-dire que nous ne faisons pas ce qu'il faut pour occuper la place qui devrait être la nôtre. Parce que nous avons un potentiel énorme. Nous avons des enseignants qui, bien encadrés, bien pris en main, devraient être un exemple, un modèle pour la plupart des pays africains. Le problème à quel niveau? La qualité de la formation, la qualité de l'encadrement institutionnel? Il y a d'abord des aspects institutionnels et puis il y a l'environnement, parce que parfois il y a la responsabilité de certains candidats qui ne sont pas conscients de l'exigence qu'impose l'agrégation et qui vont un peu comme s'il suffisait de se présenter. Et on est surpris par les taux de chèque. Mais il y a aussi une dimension institutionnelle, parce qu'il n'est pas normal qu'un pays comme le Cameroun présente 10 candidats, alors que la Côte d'Ivoire, alors que le Sénégal en présente pour le même concours 50, 60, 70. Donc il y en a... Mais parce que le concours coûte cher. Et quand moi j'étais recteur, c'est l'université qui portait la charge financière et matérielle de la préparation au concours d'agrégation. Or aujourd'hui, les candidats, pour une large part, doivent se débrouiller. Comme si, au point que quand on les assiste, quand on leur donne une dotation, c'est comme si on leur faisait une faveur, alors qu'en fait, c'est un droit. Et on le voit. Nous-mêmes, institutionnellement, on n'attache plus suffisamment. La preuve, c'est que les candidats qui sont admis, ils rentrent dans l'anonymat. Alors que depuis 2001, d'abord pour l'université de Yaoundé 2, mais 2006 pour l'ensemble du Cameroun, il était organisé une cérémonie d'adoubement. Je suis malheureux de voir que quand on proclame les résultats au Sénégal, le président de la République du Sénégal adresse des félicitations et après reçoit les candidats admis. Et au Cameroun, c'est dans l'indifférence générale. À la limite, c'est comme si ceux qui ont été admis devraient avoir honte. Ce n'est pas normal. C'est la même chose que je déplore qu'aujourd'hui, nos jeunes que nous formons, médecins, professeurs de lycée, aspirent à aller à l'étranger dans l'indifférence générale.
alors que nos hôpitaux manquent de médecins, alors que nos lycées et collèges manquent d'enseignants. C'est ça que j'appelle l'imposture qui préempte le système. C'est-à-dire, comme disait Mono Djana paix à son âme, les normes ont été écartées et l'écart a été normalisé. On a beaucoup entendu autour de ces concours CAMES des tripatouillages, des cas de tricherie, des cas de népotisme ou de favoritisme. Non, j'ai été plusieurs fois président du concours. J'ai même été président coordonnateur du concours. C'est une œuvre humaine. Il est possible que ce que vous dites là puisse... Mais c'est des exceptions rares. Quand vous êtes admis, on doit vous tirer le chapeau. À ceci, sous la réserve que celui qui est admis doit considérer que c'est le point de départ et non le point d'aboutissement. Mon maître Georges Ngangou définissait l'agrégation ainsi qu'il disait l'agrégation, c'est la reconnaissance de l'immensité de notre ignorance. Donc quand vous êtes agrégé, la première prise de conscience, c'est que je sais, comme disait Socrate, je sais que je ne sais rien. D'accord, c'est clair là-dessus. Alors, il y avait la question sur le professeur Abao Yono. Est-ce qu'il a été d'une utilité quelconque dans la procédure? Le professeur Abao Yono m'a assisté en son temps quand il fallait mettre en forme mon mémoire pour saisir le tribunal administratif du centre en sursis et en annulation des décisions du CDBF. D'accord. D'accord. Alors, bonsoir Jean-Jacques. Je voudrais exprimer mon profond soulagement et ma sincère joie suite à l'annonce de l'acquittement du professeur Bruno Bekolo-Ebé, président honoraire de l'association de la jeunesse estudiantine d'Union et Foumou. C'est un moment de grande justice et de reconnaissance de l'intégrité de l'homme qu'il a toujours représenté pour nous. Son dévouement à l'enseignement et à la recherche a toujours été une source d'inspiration pour nous. Nous sommes nombreux à avoir été touchés par sa passion et sa générosité. Merci à lui de nous avoir montré que la vérité et la justice finissent toujours par triompher. Son exemple nous encourage à poursuivre nos efforts avec intégrité et détermination. Mungue Paul Willy, ancien président de l'association de la jeunesse estudiantine d'Union et Foumou, qui vous envoie ce message. Merci. Jean-Jacques Zé, dites au professeur Bruno Bekolo-Ebé, notre légitime fierté dans l'Union et Foumou, c'est de Bidoum Betty André Anissé depuis Douala. Quels sont vos rapports avec Eyebe Aïssi? Je ne sais pas pourquoi il pose la question, parce qu'à un moment donné de vos procédures, Eyebe Aïssi était au contrôle supérieur de l'État. Je le renvoie à l'ouvrage. D'accord. Je n'en dirai pas plus. Monsieur Jean-Jacques Zé et au grand professeur, bonsoir, très belle émission. Question pour le professeur. Quels sont, selon vous, les principaux facteurs qui freinent le développement du marché boursier au Cameroun et en Afrique centrale? William de Douala, qui nous amène un peu dans votre domaine. C'est toute une émission qu'il faudra faire. Et je crois qu'on va proclamer cette émission-là pour vous, avec le professeur. Que pensez-vous du professeur Maurice Kamto? Alors, vous n'avez pas signé votre message. C'est votre collègue. Le professeur Kamto, c'est moi qui en ai fait un doyen. Il a été, quand j'étais recteur de l'université de Yaoundé 2, il a été doyen de la faculté dont j'étais son supérieur hiérarchique. Et nous avons travaillé pour l'université, ce qui était notre responsabilité. Est-ce que vous observez son parcours politique? C'est un choix. Moi, je ne suis pas un politique au sens où il est devenu. Donc, je n'ai pas à juger les choix qu'il a faits. Alors, bonsoir Jean-Jacques. Si le professeur dit qu'il ne garde dent à personne, c'est la vérité. Vous êtes la preuve, car lorsque vous étiez à Canal 2, c'est moi là, vous avez fait des plateaux à ce sujet sans avoir les preuves. Mais le voilà sur votre plateau. La justice divine est la vraie. Lionel Ondoa, depuis Douala. Pas les plateaux, mais la revue de presse. Je m'en souviens encore. Dans l'affaire Macaire.
une revue de presse. Et pour la petite histoire, après une de ces revues de presse, je suis appelé par le grand frère et père, le sénateur Albert Mbida, qui me dit, mais ton affaire là, ta revue de presse là, tu penses que c'est logique qu'on dise que le corps a disparu de la morgue et qu'on n'a même pas vu l'enterrement? Vous n'avez fait que répéter c'est pour ça que je peux raconter l'histoire. Au CDBF, oui. le rapporteur du CDBF, c'est pour ça qu'il est bon de citer les noms dans l'ouvrage. Le rapporteur du CDBF a affirmé que j'ai fait disparaître, j'ai fait sortir mon petit frère du Cameroun. Et c'est là que j'ai dit, Monsieur le Président du CDBF, admettons que cela soit vrai. Je suis si puissant pour avoir la complicité de la police et de la gendarmerie, pour avoir la complicité du médecin de l'hôpital, du médecin de la prison et du médecin légiste de la Quintini, pour avoir la complicité du procureur du tribunal de grande instance du Vouri. Parce que sans leur intervention, je n'aurais pas pu réussir l'exploit de faire sortir tout le monde me regardait les yeux grandement ouverts. Vous voyez, la méchanceté fait que on perd même le sens des réalités. On n'a plus le recul, la volonté de nuire, d'enfoncer, fait que... et d'ailleurs, cette volonté de nuire compense les incompétences techniques à prouver ce qu'on affirme. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, très fier de revoir cette icône de la pensée économique africaine. Lui qui, lorsqu'il venait donner cours aux étudiants de master, même certains enseignants humbles de la faculté, comment on appelle ça, étaient assis pour écouter le savoir et apprendre de lui. Cependant, quelles sont ses prospections d'avenir dans le sens de reconstruction des valeurs intrinsèques? Cédric, les gars, est-ce que vous avez des perspectives ma manière de contribuer à la reconstruction des valeurs, c'est de faire cours, malgré le fait que je suis à la retraite. D'enseigner et de continuer à enseigner. Je salue ce grand homme qui est vénéré par tous les Kanga Boys. Là, on est dans le Young et Fumu, digne de ce nom. Tous les Kanga Boys dignes de ce nom vous vénèrent. C'est une espèce en voie de disparition, mais qui est en train de transmettre les savoirs. Donc, ça devrait pouvoir se perpétuer. Bonsoir, le plateau. Je voudrais, si possible, que le professeur nous parle un peu de son particulier de l'université de Yaoundé 2 et Yaoundé 1, monsieur Manga Jacques Debolovar. Est-ce qu'il a encore particulier? Je ne sais pas trop de quoi il parle. Très belle émission. Moi, je n'ai pas été à Yaoundé 1. C'est Yaoundé 2. Voilà. Yaoundé 2 et 2. Vous avez le même secrétaire particulier? Oui, c'était le même. C'était votre frère? Non. Parce qu'on dit de vous que vous aimiez recruter vos frères, qu'ils étaient pleins à Douala. Vous savez ce qui me rendait... On parlait carrément le Ibokolo là-bas. C'est que vous savez ce qui me rendait le plus visite en prison? C'était des enseignants de l'université de Tchang, dont le professeur Fejo. Je ne sais pas si ce nom-là, c'est l'oignon Infumu. Pas du tout. Voilà. Vous avez la réponse à cette question. Mais vous préfériez recruter vos frères, apparemment. Le fait d'aider les autres ne vous empêche pas. J'ai aussi des devoirs vis-à-vis de mes frères. Et là, c'est honnête. Pour autant que ce soit fait sur la base du mérite. Et que, une fois recruté, vous sachiez que vous n'aurez pas de passe-droit. D'accord. La preuve, c'est que mon frère, si je n'avais pas cette règle, j'aurais tout fait pour le protéger. Mais c'est moi qui l'ai livré à la justice. Très belle émission, monsieur, et félicitations au professeur pour tout son grand travail abattu au Cameroun et dans le Nyon. Nous vous sommes gré, professeur, petit-fils d'Embang, Paul Akonolinga, vous le connaissez certainement, infiniment merci pour le triomphe de la vérité, Bilunga Mvogo,
qui envoient ce message. On va lire quelques-uns parce qu'on a presque terminé. On est dans le temps additionnel, quelques secondes encore. Bonsoir Jean-Jacques, merci d'avoir invité le professeur Bruno Bekolo-Hébert à votre émission. Cet homme est une chance pour notre pays, une lumière dont nous devons tous en profiter tant qu'il est encore là. Et il est encore là pour longtemps. Il n'a que 76 ans bientôt. Vous savez, monsieur Jean-Jacques Zé, oui. Je dis toujours au bon Dieu que pourquoi il va être pressé de m'appeler. Hein, monsieur Jean, est-ce qu'il doit être pressé? Non, il ne doit pas être pressé. Non, ce serait un il y a gâchis. déjà beaucoup de monde là-bas. Hein, puisqu'il a fait triompher la vérité, c'est le moment du... je considère qu'il m'a donné un bonus. Renaissance. Je lui dis, laisse-moi jouir de ce bonus. Voilà. Ne sois pas pressé de reprendre le professeur. C'est Onana Toby Herman de Douala qui demandait que le Seigneur vous garde encore longtemps. Bonsoir Jean-Jacques. Le témoignage de ce grand homme démontre que de nombreux innocents sont en prison. C'est Bonaventure depuis Caen, c'est du côté de la France. Merci à vous là-bas. Il a d'ailleurs parlé de ces innocents-là. J'ai subi le même sort que vous, professeur. Vous me connaissez bien, j'étais votre ingénieur dans la construction de vos étangs au village. Je m'en suis sorti grâce à vos conseils. Merci beaucoup. Vous avez les étangs au village? Oui, j'étais un agriculteur. Monsieur Jean-Jacques Zé, malgré mon âge, vous ne pouvez pas... Je sais manier la machette pour débroussailler plus que beaucoup de mes frères du village. Hein? Je n'ai pas oublié mes origines rurales. D'accord. Oui. Beaucoup de courage, grand prof, que le Seigneur vous rende de cette injustice au centuple Nadine Zan. Est-ce qu'on va prendre un ou deux encore? Bonsoir. C'est très pathétique, hein, son histoire. Combien coûte son livre et le trouver où? Soyez béni, professeur Jean, depuis Douala. Il a déjà répondu du livre. Il faut être attentif à l'information. Un communiqué sera diffusé sur la disponibilité à partir d'une séance de dédicace qui sera organisée. Dites bonsoir de ma part au professeur, c'est Gilbert Ngolet qui vous dit bonsoir, tout simplement, pas de question. Bonsoir à tout le plateau et au professeur. Quel sera le message pour les ressortissants du Nyong et Foumou? Nous, jeunes générations, ça fait froid au dos et nous empêche d'aller même investir et développer notre département. Non, il faut investir. Voilà. Il faut investir pour développer le département. Il faut investir pour développer le Cameroun. Bonsoir, très belle émission. Il faut espérer contre toute espérance. D'accord. Je suis très heureuse de vous voir en compagnie de mon papa, le professeur Bruno Bekolo. Il est pour nous un très bel exemple en tant que figure paternelle. Inès Zé-Eton depuis Yaoundé Soa qui envoie ce message-là. Professeur Bekolo, un exemple de probité et d'humilité. Professeur, on va dire merci. Sinon, on va lire les messages. Pour la plupart, c'est des prières, des bénédictions, des remerciements pour l'œuvre immense que vous avez accomplie jusqu'à présent. Et vous êtes appelé à poursuivre avec cette œuvre, notamment l'enseignement et l'encadrement. Rien ne peut vous arrêter dans ce domaine-là. Non. C'est la mort qui mettra fin à l'exercice de ce métier. On a dit qu'on va la reculer autant que possible. Donc, comme le bon Dieu, je sais qu'il m'écoute et qu'il n'est pas pressé. En tout cas, je lui demande de ne pas être pressé. Donc, je continuerai à enseigner tant que je peux partir de chez moi et me retrouver devant les étudiants. Comme d'ailleurs, je l'ai fait hier. Tous ces jours-ci, j'avais cours de 16h à 20h. Debout. Debout. Oui. Et vous comptez continuer. Oui. On vous dit merci beaucoup de nous avoir accordé pratiquement cette exclusivité. C'est moi qui vous remercie de m'avoir offert l'occasion de dire ce qui, jusqu'à présent, restait dans l'intime. Merci. Nadège, merci également d'être passé nous accompagner. Je me sentais un peu seul et j'avais peur d'être écrasé par le grand professeur. On s'est plutôt bien battu. Le livre sera disponible très bientôt, mais n'oubliez pas de retrouver cette émission en rediffusion demain samedi à 8h, toujours sur Info Télévision, et puis dimanche à 7h. Vous avez une première rediffusion dès demain, 8h, et puis dimanche à 7h sur votre télévision, Info Télévision, la chaîne de proximité et de vivre ensemble tout naturellement. Très bonne soirée.